vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour et bienvenue sur Radio Classique et Public Sénat avec Michael Zamès. Bonjour Anna. Nous recevons aujourd'hui le ministre de la Défense Gérard Longuet. Bonjour. Bonjour. Alors on va commencer par cette polémique. Jean-Louis Borloo qui pourrait arriver à la tête de Veolia. L'information a été démentie hier par le chef de l'État. Elle a suscité en tout cas énormément de réactions. Est-ce que Nicolas Sarkozy, en s'entendant avec Henri Proglio, en tout cas c'est ce qu'on dit, le patron d'EDF, n'a pas commis une faute politique? D'abord, il n'y a aucune réalité matérielle des faits, pour reprendre un terme judiciaire, puisque c'est un véritable complot qui est dénoncé. Je crois que François Hollande a transformé une rumeur en un véritable complot. Il a monté une mayonnaise qui n'a simplement aucun fondement. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que Veolia a une véritable interrogation sur son avenir et que la discussion est ouverte sur la place publique, qu'Henri Proglio, nécessairement, s'y intéresse, puisqu'il a été président de cette société et qu'il y a de mémoire des liens entre Veolia et EDF. Et à partir de cela, il y a un dérapage absolu, un fantasme absolu, et de la part du candidat François Hollande, l'idée de reconstituer ce qui n'a aucune réalité, un État UMP, puisque bien au contraire, on a vu que pendant 5 ans, Nicolas Sarkozy a tenu à des nominations équilibrées. Si on vous entend bien, Gérard Longuet, vous parlez du climat de la campagne, du complot monté par François Hollande. Bon, disons qu'il a accéléré, il a amplifié et accepté et endossé une rumeur qui venait, elle, de ceux dont le métier est de faire de l'animation. Est-ce que vous ne croyez pas tout de même que le mal est fait et que cela risque d'entacher la campagne de Nicolas Sarkozy? Une étiquette sera à jamais collée sur cette campagne? Bien au contraire. Je pense que nous avons, nous, le devoir de dénoncer cette manipulation, de montrer comment, à partir d'une supputation, et c'est tout à fait normal que les gens qui observent supputent, ils sont payés pour cela, et j'ajoute que les modes modernes de communication, y compris le net, le permettent plus largement encore, mais il n'y a aucun lien entre une demande d'Henri Proglio, une acceptation de Nicolas Sarkozy, une sollicitation de Jean-Louis Borloo. On est dans le fantasme complet. Il a rencontré des gens chez Veolia. C'est normal. C'est normal. Son nom ne suffit pas par hasard, il y a des informations naturellement, de presse mais parce que Jean-Louis Borloo, avant d'avoir été un grand ministre et avant d'avoir été l'homme qui a changé complètement Valenciennes, et donc un formidable gestionnaire, permettez-moi de le dire, est aussi un avocat d'affaires connu et avisé. Alors qu'il ait été consulté, puisque l'on cherche par exemple, je crois pour Veolia Transport, de nouveaux actionnaires, que l'on demande à quelqu'un qui connaît le secteur, quel est votre avis? C'est plausible. Un avis, mais pas pour prendre la tête de Veolia. Un avis, il est tout à fait plausible. J'ai été ministre des télécommunications à 2 reprises au siècle précédent. On m'a toujours demandé, journaliste, financier, homme d'affaires, mon avis en me disant tiens, qu'est-ce que tu en penses? Et pourtant, jamais présidé. Vous-même suivi ce genre de polémique, Gérard Longuet, en 2007. On se rappelle que votre nom avait été avancé pour prendre la tête d'EDF. J'aurais rêvé. J'aurais rêvé, et Nicolas Sarkozy, j'en parle d'expérience, m'a dit non, à la tête des entreprises, il faut des entrepreneurs. Donc je puis témoigner que ce n'est pas dans l'esprit de Nicolas Sarkozy. Un politique aujourd'hui ne peut pas devenir un chef d'entreprise? À condition de renoncer à la politique définitivement et complètement. Et Jean-Louis Borloo aurait pu devenir un président de Veolia s'il avait abandonné la vie politique? Moi, personnellement, si vous me demandez mon avis, je pense qu'il en a la compétence à condition de ce que l'on appelle respecter un délai de viduité. Vous savez, le veuvage, on ne se remarie pas tout de suite, il faut un certain délai, et ce délai n'était pas établi à cet instant. C'était trop tôt. Gérard Longuet, oui. Henri Proglio, quand même, semble faire pression pour faire changer le patron de Veolia aujourd'hui. Oui, mais ça c'est un problème interne entre le père et le fils. Vous savez que le président Frérot a été choisi par Henri Proglio, et je crois que les successions sont toujours difficiles. Et en effet, en lisant notamment les Échos, j'ai parfois le sentiment qu'il y a un conflit. Mais je n'en sais pas plus que ce que j'en lis dans la presse. Gérard Longuet, un mot sur la campagne électorale. Nouveau sondage ce matin, Ipsos, 32% pour François Hollande, 25% pour Nicolas Sarkozy. Ça ne démarre pas cette campagne? C'est une campagne d'observation actuellement. C'est un choc de personnalité. Incontestablement, c'est un choc de personnalité. L'élection présidentielle, on peut en dire beaucoup de choses, et le pouvoir et le quinquennat ont changé énormément de choses. Et aujourd'hui, les Français ont complètement intégré le quinquennat, et ils voient le choc des personnalités, et à cet instant, ils observent. Ils observent, mais en attendant, Nicolas Sarkozy est entré en campagne il y a plus d'une semaine, et pourtant ça ne décolle pas. 37% des Français... c'est rien. 37% des Français trouvent que son début de campagne n'est pas assez prometteur.
Une semaine. Vous savez, Nicolas Sarkozy est un homme qui est connu, on ne peut pas dire le contraire. Et était-il vraisemblable qu'en une semaine de campagne, il puisse changer totalement son image? Je crois que son image va se construire, son image va se construire dans sa détermination, dans son caractère établi, carré, face à celle de François Hollande. Mais c'est le choc des personnalités qui intéresse les gens. C'est d'ailleurs très intéressant, votre référence à cette affaire Borloo. On va s'apercevoir qu'Hollande est un homme qui manipule, qu'il peut détourner une information, qu'il peut en transformer. Nous savons déjà qu'il a des discours à géométrie variable, qu'il est, pour reprendre la formule, Thatcher à Londres et Mitterrand à Paris. On s'aperçoit que sur les retraites à 60 ans, il ne dit toujours pas clairement ce qu'il veut. Il y a des rendez-vous. Et je pense que cette personne... Non, ça ne prend pas actuellement parce que l'opinion a envie, à chaque présidentielle, et on peut la comprendre, de quelque chose de complètement nouveau. Or, il est honnête de dire que Nicolas Sarkozy n'est pas un homme inconnu, et que François Hollande suscite plus d'interrogations en effet parce qu'il est moins connu dans les responsabilités puisqu'il n'en a jamais exercé. Et donc cette personnalité, les Français vont la découvrir. Et ils vont découvrir qu'il a naturellement le goût du paradoxe, de la contradiction et en définitive de l'ambiguïté. Est-ce que pour vous, c'est pas déjà trop tard, Gérard Longuet? Quand on voit les sondages d'opinion, 32% non, dans les sondages. Pas du tout. Deux mois de campagne pour déceler la vraie nature de deux personnalités. L'une est connue. Nicolas Sarkozy est connu avec ses défauts et ses qualités. Les qualités, c'est la détermination, c'est quelqu'un qui ne se résigne pas, c'est quelqu'un qui va de l'avant. Les défauts, c'est un peu la contrepartie des qualités, c'est-à-dire une énergie débordante et une remise en cause permanente de ses interlocuteurs en disant mais pourquoi vous n'en faites pas plus avec moi? Bon, François Hollande, on ne le connaît pas. Et là, on est en train de le découvrir. Et on découvre un personnage compliqué qui refuse l'obstacle, qui place des pions sur le rouge et sur le noir pour être sûr de gagner. C'est la meilleure façon de perdre. Gérard Longuet, sur le positionnement choisi par Nicolas Sarkozy, il a dit à Marseille « Je ne serai pas le candidat d'une petite élite contre le peuple ». Est-ce que c'est un bon choix selon vous et est-ce que c'est cohérent avec ces 5 années de mandat? Alors ça dépend de ce qu'on appelle une toute petite élite. Si c'est en effet 50 personnes à Paris, ce que Raymond Barre appelait le microcosme, il a totalement raison. C'est plus large parce qu'il a dénoncé les corps intermédiaires, les syndicats, les partis. Alors ça, moi je ne le suivrai pas sur ce terrain et je ne pense pas d'ailleurs que ce soit la lecture qu'il faille en faire parce que au contraire, Nicolas Sarkozy est quelqu'un qui le 18 janvier encore, je crois, recevait tous les syndicats, salariés et patrons pour essayer de trouver des solutions nouvelles dans les relations du travail, par exemple. Non, je crois que ce que Nicolas Sarkozy dénonce, et à juste titre, c'est le prêt-à-penser d'une extrême minorité de directeurs de conscience qui veulent imposer aux fonctionnaires, aux hommes politiques, aux journalistes, une pensée obligatoire. Et de ce point de vue, Sarkozy est un rebelle. Je vous cite ce qu'il a dit à Annecy quand même. J'ai pu mesurer pendant 5 ans à quel point les corps intermédiaires font écran entre le peuple et le gouvernement, les syndicats, les partis, les groupes de pression, les experts, l'entre-soi des élites politiques, économiques, administratives, syndicales. Ça fait quand même beaucoup de monde. Non, chacun de ces corps intermédiaires défend sa catégorie et le rôle du président de la République, c'est d'être un intégrateur et de rappeler aux syndicats, au patronat, aux régions. Moi-même, j'étais président de région, j'adore ma région, mais c'est vrai que la France n'est pas la somme des syndicats, n'est pas la somme du patronat, n'est pas la somme des régions, c'est quelque chose d'autre. Et c'est ce que voulait dire Nicolas Sarkozy, c'est un projet collectif pour tous les Français. Mais s'il veut se passer des corps intermédiaires, je crois qu'il n'aurait tort et ce n'est pas ce qu'il souhaite et en tous les cas, ce n'est pas mon vœu. Les référendums, notamment... pour vous, c'est se passer des corps intermédiaires. Jean-Pierre Raffarin, lui aussi, est très clair là-dessus. C'est une erreur. Le référendum, c'est une arme ultime dans des cas majeurs. Le général de Gaulle l'a utilisé à juste titre pour la décolonisation, par exemple, et il a eu raison. Le président Pompidou l'a utilisé pour l'entrée de la Grande-Bretagne en Europe, et il a eu raison de le faire. Et donc ce que propose Nicolas Sarkozy, Mitterrand l'a fait pour Maastricht et pour la monnaie unique, il a eu raison. Je crois que le référendum a une vertu lorsqu'il faut un saut qualitatif qui, justement, mécontente toutes les catégories, est en fait en même temps une évidente nécessité pour le pays tout entier. Donc... Gérard Longuet, autre proposition de Nicolas Sarkozy, l'introduction d'une dose de proportionnelle. Et c'est un sujet qui ne fait pas l'unanimité à l'UMP. Jean-François Copé y est opposé. Et vous? Très favorable. Très favorable. Moi, j'ai une tradition girondine, libérale, régionaliste. Je soutiens naturellement Nicolas Sarkozy, mais je ne me reconnais pas dans un système totalement fermé. Et moins de parlementaires, moins de députés, moins de sénateurs d'ailleurs, et avec une proportionnelle à l'Assemblée, comme il y en a au Sénat. Je vous rappelle qu'au Sénat, un tiers des sénateurs sont élus, plus d'un tiers sont élus à la proportionnelle. C'est pas une tragédie. Quel est l'intérêt de la proportionnelle? C'est justement de restituer
au Parlement sa place et de lui donner un peu de liberté par rapport à la logique présidentielle. Alors, quelle dose favorable. Quelle dose et quel calendrier? Voilà, je veux dire, ça c'est un débat politique. Mais qui est important à la veille des élections législatives notamment. Alors, le calendrier, c'est très simple. J'ai regardé ça avec beaucoup d'intérêt sur le plan de la procédure juridique. Un système mixte est à peu près impossible parce qu'il faudrait redécouper toutes les circonscriptions et c'est infaisable entre la présidentielle et la fin du mandat de cette législature. La seule chose qui soit faisable aujourd'hui... Pas avant 2012. La seule chose qui soit faisable aujourd'hui, c'est un système binaire, ou tout proportionnel, ou le statu quo. Le tout proportionnel, c'est ce qu'a fait Mitterrand en 86, c'est ce que la gauche avait voté. Aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc, on ne peut pas le faire pour 2012. C'est juridiquement impossible. Pourquoi? Parce qu'il faudrait redécouper toutes les circonscriptions. Si l'on manquerait, par exemple, que 300 ou 350 au scrutin majoritaire, il faut les redécouper toutes. C'est matériellement impossible dans les délais de cette législature. Alors, pas avant 2017, sauf si on décide. Et l'Assemblée peut parfaitement... être dissoute après avoir changé le mode de scrutin. C'est parfaitement possible avant 2017. Mais je dois reconnaître que ça serait un petit peu compliqué. Et à ceux qui vous disent que c'est électoraliste, c'est une main tendue vers François Bayrou, et c'est pour essayer de grappiller quelques voix au Front National? Je pense que c'est profondément tirer les conséquences du quinquennat. Le quinquennat a fait du président le patron de l'exécutif. Et d'ailleurs, François Fillon en avait théorisé la réalité il y a 5 ans de cela. Et à partir du moment où tout l'exécutif est chez le président de la République et dans son entourage. Nous sommes nommés par le président de la République. J'ai été ministre de cohabitation et j'ai vu la différence. Quand on est ministre de cohabitation, on dépend du Parlement. Quand on est ministre du président de la République, on dépend du président de la République. Alors, restituer un peu de liberté à l'Assemblée nationale, avec une Assemblée plus complexe, peut-être plus contradictoire, plus difficile à gérer, mais plus libre de l'exécutif, n'est pas forcément une mauvaise solution. À la proportionnelle, ça veut dire aussi faire peut-être éventuellement rentrer des députés du Front National? Oui, est-ce que c'est une bonne chose? Je crois que ça n'a pas retenu le président Mitterrand. En 86, de mémoire, j'étais député en 86, il y avait 36 députés du Front National. La France n'est pas morte pour autant, au contraire, on s'est rendu compte qu'il n'avait rien à proposer. Gérard Longuet, selon le Nouvel Observateur, Nicolas Sarkozy devrait inaugurer le mois prochain une stèle en mémoire des combattants musulmans tombés pendant la guerre de 14-18, une stèle à la Grande Mosquée de Paris, vous confirmez? En tous les cas, je m'en réjouirais. Il y a à Verdun un très beau monument aux combattants musulmans, comme il y a d'ailleurs un mur pour les combattants israélites, c'est ainsi qu'ils sont appelés à Verdun, et il y a ce merveilleux ossuaire de Douaumont qui rassemble des os français, allemands et de toute confession. C'est un vrai symbole dans cette campagne. Alors qu'on stigmatise par ailleurs les musulmans, et Nicolas Sarkozy n'est pas forcément le dernier. Les stigmatise, le Front National les stigmatise peut-être avec des histoires dérisoires comme une hypertrophie d'halal en région parisienne. Les musulmans font partie de notre pays. Je suis ministre de la Défense, j'ai des aumôniers musulmans au ministère de la Défense et j'ai des combattants musulmans. Et tout ça fait, comme dirait l'autre, d'excellents Français. Gérard Longuet, une question au ministre de la Défense. Soutiendrez-vous une attaque israélienne contre l'Iran? Non, le président de la République l'a dit très clairement, le ministre d'État aussi, des sanctions, une obligation de prise de conscience par l'Iran de l'impossibilité de revenir sur le traité de non-prolifération nucléaire que l'Iran a signé lui-même, mais pas d'offensive. Des sanctions? C'est ça la voie diplomatique? Et plus de sanctions encore, et manifestement ces sanctions portent leurs fruits dans un pays qui est en train de s'interroger sur le délire de ses dirigeants. L'Iran utilise le pétrole comme arme de dissuasion. Enfin, c'est une arme, risque quelque chose? C'est un sabre de bois, parce que le pétrole ne manque pas dans le monde et nous n'en achetons pas en Iran. Vous avez l'occasion de parler à Israël régulièrement et de les alerter? J'ai rencontré Ehud Barak, mon collègue israélien de la Défense, à Singapour, lors de réunions internationales, et j'ai vu un homme, en effet, déterminé à n'exclure aucune solution. Vous y croyez? Il faut faire la part de la gestuelle. Et donc vous voyez comment l'avenir... Il ne peut s'interdire aucune solution officiellement. Ses amis le rappellent à un certain nombre de vérités, c'est que cette situation du monde est suffisamment compliquée pour qu'il ne s'agisse pas de la compliquer plus encore avec des offensives militaires. Eh bien, merci Gérard Longuet d'être venu ce matin sur Radio Classique et Public Sénat pour En route vers la présidentielle. Très bonne journée, merci Mickaël. Au revoir. Au revoir.